Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est dans ce podcast que l'on revient avec l'ami Corentin ici présent. Hello. Sur des comics que nous avons lus et nous continuons pour le moment de tenir notre promesse de vous ramener régulièrement des épisodes de ce format grâce à un truc incroyable qui s'appelle l'organisation. C'est fou, hein. C'est fou, voilà. T'imagines, depuis 10 ans, on aurait pu faire ça? Il suffisait d'y penser, il suffisait de l'inventer, Corentin. On vous les a dit, en reprenant les back issues, on s'est dit qu'on allait faire des émissions plus régulières en faisant moins d'albums chroniqués par émission, ce qui nous permet de les caler. En fait, là, on rentre vraiment dans la petite popote interne de First Print, qui est de les caler en même temps qu'on enregistre généralement nos front pages. Ça nous permet de nous prendre, voilà, une demi-heure supplémentaire pour vous faire ce genre d'émission. Mais trêve de popote interne, Corentin. Aujourd'hui, nous avons un back issue avec, ma foi, des super-héros. Voilà, il y aura que des super-héros parce que Nick Lindé, franchement, il y en a marre. Le Creator-Own, les histoires originales. Insupportable. Voilà, franchement. Insupportable. Franchement, on s'en fiche au fond. Je crée des mondes originaux avec des histoires personnelles. Franchement, frère, pardon, mais il y a pas Batman. Ça me permet d'évacuer les traumatismes que j'ai avec la relation avec mon papa qui me battait quand j'étais enfant. Tu connais la thérapie? Sachement bien. Voilà, c'est ça. Allez, Jeff Lemire. Ou Rick Remender, ou je sais plus qui d'autre. Même c'est comme Jesse Lonergan qui dit ouais, je vais réinventer la séquentialité, le travail des cases et tout. Mais frère, c'est bon quoi. Fais des cases. Fais-le sur Superman. Mais oui, il y a des cases, c'est 4 traits, et ça se fait croquer. Mais pas non plus, voilà. Vraiment, pas besoin, voilà. Mais non, on rigole. On adore le Creator-Own, mais les comics, c'est aussi. Mais on aime aussi les super-héros, surtout quand il y a des bonnes choses en super-héros qui sortent. Alors, ça veut pas dire que tout ne sera bien forcément et recommandé dans ce podcast. Vous le savez, l'important c'est plutôt de discuter des bouquins qu'on a lus, et il y a eu quand même quelques sorties plutôt importantes à la fois du côté de Urban Comics et de Panini. C'est ce qu'on va voir dans ce Back Issues. Alors on va commencer avec les débuts et même les 2/3 du gros event qui sort en VF actuellement chez Urban Comics, qui s'appelle Absolute Power, qui est un peu l'événement de Mark Waid qui va conclure la période Dawn of DC et par extension un peu la période Infinite même, puisque après on va arriver ce printemps, en tout cas pour la VF, avec la période All-In qui permettra de retrouver la nouvelle série Justice League Unlimited de Mark Waid, justement. Pas mal de lancements de nouveaux lancements de nouvelles équipes créatives pour les séries. Et donc avant tout ça, avant le grand retour de la Justice League, avant le démarrage aussi de l'univers Absolute, il faut conclure tout cela. Et donc ça se fait avec Absolute Power. Donc c'est une mini-série à la base donc de 4 numéros qui est écrite par Mark Waid et illustrée par Dan Mora, le très très bon dessinateur Dan Mora, qui est devenu un peu quelque part l'otage de Mark Waid, puisque en fait ils ne font que travailler ensemble. Ils ont fait du Shazam ensemble, ils ont fait Batman Superman World's Finest ensemble, ils font Absolute Power ensemble, puis après ils font du Justice League Unlimited. Donc le type est enfermé dans la cave de Mark Waid. Je crois bien trouvé, c'est cool. Ouais. Et donc dans cet événement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, Amanda Waller, qui en a un petit peu marre de voir les super-héros mettre le bazar sur Terre. Récemment, notamment, c'était avec l'event Beast World, elle a commencé un peu à en avoir par-dessus la tête de ces super-héros qui font. J'en ai jusque-là. Voilà, et ça suffit maintenant. Et les super-héros, on va tous les enfermer, ça commence à bien faire. Et donc, elle récupère divers personnages, on va dire, divers assets, pour en fait simplement retirer tout leur pouvoir aux super-héros du monde entier et super-vilains également, les faire enfermer et créer une planète qui sera d'autant plus sûre que plus personne n'aura de capacité surnaturelle. Et bien entendu, en face, une forme de résistance va devoir s'opérer avec les quelques super-héros qui réussissent à résister à cet assaut plutôt très très bien coordonné. Dans la mini-série principale, ça va très 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 vite. Les héros ont pas vraiment le temps de dire ouf avant de se voir tous se faire enfermer sur une prison située sur l'île de Gamora, qui n'a aucun rapport avec les Gardiens de la Galaxie. Mais l'édition VF, avec la marque qui vend de la moutarde. Ah, la fameuse la moutarde Gamora, effectivement. Oui, c'est ça. Voilà. Pas ça. Ouais.
L'humour, pas ouf. Mais bon, on a connu pire dans ce podcast. Et qu'est-ce que je veux dire ? Non, mais voilà, et la spécificité aussi de l'édition française de Urban Comics, c'est que, comme il l'avait fait pour Death Metal à l'époque, ou Metal premier du nom, on réunit quasiment tout. Je crois qu'il y a tous les tie-ins qui sont réunis. Donc à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a 2 tomes sur 3 qui sont parus. Le 3e arrivera très prochainement. Corentin, que pense-t-on de Absolute Power ? Peut-être de l'histoire en général ? Et ensuite de l'assemblage de l'édition française avec tous les tie-ins qui sont présents dedans. Ouais, puisque il y a des tie-ins, il y a des tie-ins donc vraiment des one shot ou des mini-séries Absolute Power qui ont été créées spécialement pour, mais il y a aussi pas mal de numéros de séries dans Green Arrow, dans Wonder Woman, dans Batman qui ont été inclus en parallèle de l'intrigue de Absolute Power. Oui, ce qui est assez commun aux événements de super-héros en général. Et je pense que tu as raison, c'est important de faire cette distinction, puisque d'un côté, on a une série qui est plutôt bonne. Je pense qu'Absolute Power, sans être le Mark Waid des grands jours, on va dire, ça reste un événement qui est bien mené, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait comment on manie le rythme, qui sait comment on insère des éléments de la vie réelle. Notamment là, ici, on parle beaucoup de désinformation au début de l'événement Absolute Power, du contrôle des images, du fait que les médias orientés par le pouvoir peuvent donner une seule version des faits, en l'occurrence pour faire croire que les super-héros ont commis des massacres et que c'est pour ça qu'il faut les interdire. C'est d'ailleurs quelque chose qui fait vachement écho à Legends, le récit Legends, dans lequel en fait Darkseid réussissait aussi à manipuler l'opinion en fait pour mettre à mal les super-héros en les faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Oui, mais qui fait écho aussi à la vraie vie. On sait que Mark Waid est préoccupé par la prise de pouvoir de la désinformation. Oui, mais d'une certaine façon, entre guillemets, de pousser des idéaux politiques fascistes à travers justement des réseaux d'information qui sont organisés par des gens qui acceptent de valider tel ou tel politicien. Et là c'est très clair. Je veux dire, c'est pas moi qui suis paranoïaque ou qui veut absolument bien de la politique partout. C'est très clair quand on voit justement la façon dont Waller se sert de la propagande d'État, et aussi quelque part un peu des IA, parce qu'on nous parle d'images générées, de fausses images qui ont été générées par des logiciels pour justement orienter et informer l'opinion du grand public américain. Donc ça, c'est super intéressant. C'est plutôt cool que justement il reste des scénaristes qui ont envie de se préoccuper de ces sujets et de les mettre dans la matrice super-héros. Ceci étant, moi j'ai des petits blocages idéologiques, parce que bon, DC Comics c'est ma maison. J'ai l'univers qu'on pratique le plus depuis qu'on a commencé les comics, toi et moi. Et non pas que Marvel ne soit pas intéressant, mais j'ai du coup des espèces de trucs qui me chagrinent un peu, parce que à mon sens, Waller, oui, c'est une héroïne qui peut appeler à ce côté un peu dictatrice, enfin depuis le début, je veux dire, la Suicide Squad, c'est littéralement ça, c'est travailler pour moi, sinon je vous bute. Mais là, le côté... pour moi, Waller tient pas un événement comme ça. Elle a pas en fait la stature pour dire par magie, claquement de doigts, je vais annuler et les super pouvoirs et les héros nés de la science et la magie, et aussi les héros qui ont des pouvoirs qui viennent de Force Alien. Je veux dire, c'est littéralement dit que là, en fait, tous les super pouvoirs sont annulés. Donc là, la ficelle est un peu grosse. Tu vois, c'est-à-dire que je vois pas comment est-ce qu'elle aurait eu trouvé le moyen que Zatanna, pour prendre cet exemple-là, ne puisse plus utiliser ses pouvoirs. Enfin, ça concerne d'autres mythologies, d'autres référents. À la limite, les Kryptoniens, pourquoi pas, tu vois, tu peux trouver une solution, tu bloques le soleil, enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Mais bon, après, ça, c'est les règles un peu de super-héros. On est censé, nous, être crédules, et accepter que, ça marche comme ça, parce qu'il faut que l'intrigue aille dans ce sens-là. Je te dirais juste que tu peux avoir une explication, enfin en tout cas sur les motivations, parce que le tome 3 inclura la mini-série Absolute Power Origins, qui revient aussi plus en profondeur sur les motivations d'Amanda Waller et un peu plus sur comment on l'a fait. Et après sur le comment du pourquoi, le principe de base, c'est quand même qu'elle va réunir 3 assets majeurs, c'est-à-dire Failsafe, donc le Uber robot Batman créé par Batman lui-même. On est ravis de revoir, hein. Faut quand même le préciser. Voilà, la reine Brainiac qui est intervenue dans le run d'Action Comics de mémoire de Joshua Williamson, et en l'occurrence un allié qui est un traître du coup à la cause des super-héros, qui permet de réunir aussi tout un tas d'artefacts dans le but de ce plan, pardon. Donc en fait, voilà, elle agit pas toute seule. Il y a quelque chose qui est quand même d'extrêmement coordonné, et quelque part, c'est pas non plus déconnant, parce que voilà, comme tu le dis depuis les débuts, c'est une opératrice. Elle gère les trucs, elle donne les ordres, voilà. Ouais. C'est pas déconnant. C'est pour ça que je précise que c'est un blocage personnel. Mais c'est peut-être aussi parce que ça convoque des éléments de l'univers DC qui me parlent un peu moins. C'est vrai que Failsafe, pour moi, c'était pas forcément une très bonne idée.
Là, la façon dont elle manipule la reine Brainiac, pardon, pour en créant des faux souvenirs avec elle, lui faire croire que c'est sa mère, etc. Il y a un côté un peu extrême, un peu Rick et Morty. Il y a un épisode de Rick et Morty où il vit, en fait, c'est un jeu vidéo où il vit en fait la vie de quelqu'un, et ça dure vraiment toute la vie de quelqu'un. Et en fait, quand Morty se réveille, il a un score de la vie qu'il a menée. Et pour lui, il s'est passé vraiment 45 ans dans son esprit et tout. Là, c'est exactement le même truc. C'est un peu forcené, je trouve, comme écriture, de dire Waller, elle est capable de faire ça. Mais ceci étant, c'est pas un défaut de scénario. C'est-à-dire que c'est juste un peu pas assez subtil à mon sens. Et tel quel, c'est vrai que ça fait un peu justement une crise crédible. De fait, on voit bien on sent l'urgence, on sent le danger. On sent aussi justement que le public se retourne contre les super-héros. Ce qui est toujours un truc assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de cette espèce de statu quo très coordonné, où en fait le public sait que les super-héros le protègent, et c'est généralement là que, quand il y a des crises comme Identity, etc., qu'on interroge un peu en fait la validité de ce présupposé-là. En fait, si un jour les super-héros ne sont plus légitimes aux yeux des gens, est-ce que vraiment ils vont continuer leur action? Là, le côté un peu résistance qui s'organise, ça passe beaucoup par les tie-in, et c'est justement là qu'il faut intervenir sur le petit défaut de cette publication française. C'est qu'il y a beaucoup de tie-in. Voilà, DC Comics, pour le coup, c'est fait plaisir. Peut-être pas plus que Beastworld, parce que Beastworld, il y en a quand même beaucoup aussi. Mais Beastworld, il y avait un côté un peu débile. C'est une organisation un petit peu différente, parce que Beastworld, c'était vraiment le côté des tie-in à la Marvel, je dirais, en tout cas à la Marvel récente, c'est-à-dire que on a l'événement principal qui te dit ce qui se passe d'important, et après on t'explore en disant vu que c'est un événement qui a des répercussions globales, qu'est-ce qui se passe à New York, qu'est-ce qui se passe à Shanghai, qu'est-ce qui se passe à... Si on faisait une petite mini-série sur la Aquaman qui combat des requins, voilà. Qu'est-ce qui se passe à Bourg-Saint-Maurice et ce genre de choses là, alors que là pas grand-chose, tu seras surpris, mais alors que là c'est vraiment les personnages sont envoyés en différentes missions, et on va les suivre vraiment au cours de ces missions différentes, ce qui fait que et puis c'est utile. Oui, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand tu arrives dans la série principale, on te demande quand même d'avoir le Green Arrow, par exemple, tu vois. Oui, parce que tu comprends mieux pourquoi ils en sont là, et pourquoi ils sont tous à ce moment-là, et par quoi ils sont passés. C'est vrai qu'il y a quelque chose de plus essentiel, en tout cas. C'est pas juste un truc genre, pendant ce temps, Batman, il faisait des maracas au Mexique, et puis voilà, et maintenant il est là de nouveau. Tous les week-ends, évidemment. Il adore ça Batman ça aussi. Batman au Mexique, il fait des maracas, c'est connu, ça, voilà, c'est El Maracas. El Maracas. Mais en fait, voilà, le problème, c'est qu'effectivement, DC a choisi, et c'est pas la faute d'Urban, mais DC a choisi d'opter pour cette espèce de logique du tie-in rationnel, c'est-à-dire celui qui, mais en fait, vraiment à l'ancienne, Crisis, c'était ça aussi. Tu devais avoir des rebonds et des passes décisives. C'est le principe d'un éditorial qui fonctionne bien et intelligemment avec les différents pôles créatifs. Ceci étant, le problème, c'est que là, comme d'habitude, c'est l'inconvénient de la qualité, tout n'est pas bon, tout n'est pas intéressant. Il y a vraiment des éléments dont tu te fous. En l'occurrence, je parlais de Zatanna, mais c'est assez intéressant parce que moi, j'aime bien ce que fait Jamal Campbell. Et en l'occurrence, c'est même une sorte de tour de chauffe pour lui avant de récupérer l'héroïne plus tard. Mais par exemple, je vois pas comment ça vient effectivement compléter ce qui est déjà assez compliqué à gérer, parce que on parle de toute la Terre, en l'occurrence, on parle de tous les super-héros de la Terre qui sont concernés, et les choix des profils qui sont engagés. Par exemple, voilà, l'histoire avec Green Arrow, j'y crois pas une seconde, moi. Que Green Arrow, c'est pas un spoil parce que c'est vraiment dans le tome 1, va trahir sa famille au prétexte qu'il se retrouve dans les convictions d'Amanda Waller. Déjà que je trouve que la série Green Arrow, depuis la fin de Dark Crisis, a vraiment été utilisée pour ça, pour pousser en fait des idées que Williamson avait laissées en suspens. Et là, ça continue avec cet événement-là. Green Arrow, pour moi, non, il a pas vocation. Alors, c'est cool parce que tu vois toute la famille qui va avec, ce côté un peu, la dynamique un peu soap opéra, un peu facteur humain, parce que c'est vrai que ça reste des humains avec des arcs et des flèches. Mais derrière, voilà, c'est mal narré. Pareil, Bruce et Selina qui vont les tie-in de Batman sont pas incroyables. Tu vois, et en plus, c'est un côté genre c'est le truc qu'on aime bien nous d'habitude, tu vois, le côté ils s'aiment, ils font des missions ensemble et tout. Oui, mais la tonalité est trop bizarre. Enfin, on dirait un épisode de Archer où ils s'infiltrent sur une base secrète. Et en plus, c'est Mike Hawthorne qui dessine et c'est vraiment pas beau. Ouais, mais non, Mike Hawthorne, ça fait un bail bref, mais il m'a un peu gâché déjà pas mal de Batman récemment. Failsafe, pareil, j'aurais aimé que justement on en profite pour le remettre un peu en disant qu'est-ce qu'on a essayé de nous faire avec ce personnage-là. Et au final, non, c'est le Dark Vador de Waller, il est très fonctionnel. La Brainiac Queen, pour l'instant, on la voit un peu, mais c'est pas non plus un personnage très intéressant. Du coup, en fait, voilà, c'est un crossover qui fait son boulot, on va dire,
Après, si je me permets, dans les points positifs, par contre, et les points vraiment très positifs, même pour ceux qui aiment DC Comics, c'est que la galerie de personnages invoqués, elle est fantastique, quoi. Tu vois vraiment des seconds couteaux ou des tiers couteaux que tu t'avais pas vu depuis longtemps. Ça donne vraiment envie ça met en avant des personnages de tous les pans, justement, de l'univers DC. Ça te rappelle qu'il y a vraiment plein de personnages dont tu te rappelles même pas forcément l'existence. Et même au sein de la mini-série principale, Mark Waid essaie vraiment de donner aussi un peu son quart d'heure de parole à tout le monde. Je trouve que c'est un événement qui est vraiment super diversifié en termes de prise d'action. Il y en a pas que pour la Trinité. Forcément, elle est évidemment très présente, mais t'as vraiment plein d'autres personnages aussi qui ont droit à un peu. Il y en a même où certains, je me dis, je me rappelle même plus qui c'est, tu vois, puisque j'ai pas la connaissance. Ça. Celui-là, depuis qu'il a une barbe en plus, c'est ça, avec qu'il est amnésique aussi, c'est compliqué, quoi. On se rappelle plus. Oui, ça c'est vrai que j'avais réussi à oublier ce petit détail-là du volume de Williamson. Après, j'ai lu récemment, pourtant, mais je croyais que ça se passait après. Mais bref, peu importe. Non, mais c'est pour ça aussi que c'est vrai que c'est le genre. Après, il y a toujours les pages d'édito au début pour rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé, mais c'est aussi un événement qui est vraiment dans le dur, c'est-à-dire que c'est aussi récompensant, on va dire, pour tous ceux qui ont suivi les séries d'avant. Hein. Et c'est là où je voulais en venir, en fait. Ça me rappelle un peu quand on a commencé, rappelle-toi, les New 52, et qu'à l'époque, on était jeunes lecteurs. Si t'as pas lu le Batman de Zdarsky et que tu débarques, tu fais merde, c'est qui Failsafe. C'est bien réintroduit, Failsafe, quand même. Ça, il y a un petit monologue de Batman voulait créer Failsafe au cas où il fasse du... Enfin bref, ça... Et d'ailleurs, quand elle me le rappelle, je me dis non, Batman n'aurait probablement pas fait ça, mais bref, c'est pas grave, James Tynion Ford, je t'aime quand même. En indé. Chip Zdarsky, c'est pareil. C'est pas pareil. 2 volumes, pas non plus extraordinaires. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais Chip Zdarsky, j'aime bien aussi en indé, quelque part, donc c'est pareil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on avait commencé, nous les New 52, justement, à l'époque, on était moins regardants sur la qualité. Tu vois, on avait moins de poussière sous les bottes, on n'avait pas autant d'expérience de crossover. Et quand Forever Evil est arrivé, on était même plutôt contents, tu vois. Et justement, il y a un peu cette écriture, je trouve, à la Geoff Jones, j'allais dire à la Morrison, parce que ce que tu évoques est pas faux. Sur le côté, on met vraiment tous les éléments de l'univers DC en avant, même les plus petits, pour montrer un peu justement la variété de cette dynamique. Il y a des archers, il y a des sorcières, il y a Red Tornado, et c'est pas forcément fait pour être tout à fait cohérent esthétiquement et tout. Et je pense qu'en fait, c'est un bon crossover si tu viens de te lancer. Ou si t'as pas, en fait, lu les Crisis, si t'as même... Enfin, Dark Crisis, pour moi, serait un meilleur point d'entrée si tu veux vraiment commencer un gros univers DC récent. Parce que ça a ce côté un peu généreux et puis c'est bien pour le côté un peu nerdy. Mais là, en fait, effectivement, c'est bien fait, c'est bien rythmé, tout n'est pas bon, mais c'est aussi un peu la règle des crossovers de super-héros. Et effectivement, si tu t'es engagé récemment dans l'univers DC, tu vas avoir ce côté, ah putain, il y a machin, ah putain, oui, ça, je l'avais lu en plus, effectivement, c'est cohérent parce que ça poursuit l'évolution de tel personnage. Tout en ayant ce côté, justement, boursouflé que pouvait avoir un Forever Evil où, en fait, des fois, tu te dis, oui, mais bon, ça, je m'en fous, quoi. Limite, va plus vite vers la suite, etc. Et bon, bah voilà. Ce qui fait que moi, cette version française, j'aurais quand même plutôt envie de la conseiller, même si il faut quand même admettre que c'est pas, à mon sens, l'événement le plus palpitant du canon actuel. Tu préférais Dark Crisis parce qu'en fait, dans les derniers événements, c'était quoi le truc? Beastworld, Beastworld, c'était quand même pas exceptionnel, on va le dire clairement. Non, mais je pensais à l'autre truc là avec les cauchemars, ça c'était nul vraiment. Nightmare? Non. Non, le truc je me rappelle même plus, tu vois. Moi non plus. Ah si, Night Terrors. Voilà, Night Terrors. Ça c'était de la merde. C'était pas un crossover. Enfin si, c'était un crossover. Mais ça c'était juste de la merde. Ouais. Ça c'était un truc pour occuper l'été. Ils ont fait tout tenir en 8 semaines d'ailleurs. Ça c'était vraiment pas ouf, tu vois. Donc il y avait Dark Crisis avant, puis avant c'était les métalleries, quoi. Donc en vrai, moi je trouve ça toujours supérieur à toutes les métalleries qu'on s'est tapées, hein. Par effet comparatif, mais après, si tu compares avec Mark Waid, non, mais il y a eu Lazarus Planet. Lazarus Planet aussi, c'était rincé, en vrai. Bah oui, mais c'était déjà Mark Waid et tu vois. C'était un Mark Waid dès le début. Là, il faisait son petit truc. Là, c'est Mark Waid quand même à qui on a dit, créer la conclusion de notre étape actuelle parce que c'est toi qui vas introduire avec Justice League Unlimited la nouvelle grande ère. Et c'est Mark Waid qui, là, en VO, va faire le premier crossover all-in. Et dont la conclusion, ça a été annoncé avec les sollicitations, va mener vers le prochain gros event de DC. Oui, bien sûr. Donc, Mark Waid est quand même le capitaine maintenant, tu vois. Évidemment. Et la période de Lynn, elle est très bien, hein. En plus, moi, je me régale en ce moment chez DC. Mais c'est plus, je te dis, une sorte de côté un peu, j'ai pas envie de dire blasé, parce que c'est pas vrai, je ne suis pas blasé des crossovers de super-héros, mais je trouve que ça sent pas forcément beaucoup la nouveauté. Ouais, puis au-delà d'être blasé, le fait que tu l'as dit, c'est que maintenant on commence à avoir une certaine expérience. Alors imagine pour des gens qui lisent depuis plus longtemps que nous, comment ils doivent être
usé ou lassé ou déjà vu, tu vois, et il y a forcément ce moment dans ton parcours de lecteur de super-héros où effectivement t'as du 5-6 crossover event, tu commences un peu à avoir fait le tour des mécaniques, tous les décors sont métalliques, et Mador, même dans Absolute Power, je veux dire, même si en demeurant j'aime bien, après il y a aussi un facteur qui est important, c'est que le fait d'inclure tous les tie-in a aussi une implication concrète sur le prix de vente de ces albums, parce que le premier tome c'est 30 balles et quelques, et le second c'est 25, donc ça fait 75. Après ça sort une fois tous les mois et demi, donc normalement t'es censé budgétiser, tu vois, si tu vas pas forcément tout acheter d'un coup, et puis il y a les bibliothèques qui existent aussi, on le rappelle, mais ce que je veux dire c'est que t'as cet engagement qui fait que dans l'histoire, je trouve aussi qu'il y a des répétitions, parce que ils se réfugient dans la forteresse de solitude pour faire leur premier plan d'action. Mince, t'as les Amazo qui débarquent et tout, et ils doivent s'éparpiller, puis se réunissent de nouveau dans un autre endroit plus protégé pour refaire un plan, mais en fait ils se refont tu vois, il y a quand même des mécaniques scénaristiques, tu te dis aussi bon, mais en fait j'ai l'impression d'avoir relu la même chose avec juste les tie-ins qui s'expliquent qu'ils faisaient 2-3 bricoles entre deux, donc tout c'est pour ça. Et après je me dis c'est l'éternel débat aussi qu'on a souvent eu sur les publications d'event en VF, c'est est-ce que Urban aurait juste dû faire Absolute Power avec les 4 numéros et peut-être 3 one-shot tie-in pour juste faire un bloc le truc, et laisser tous les autres tie-in de côté, puisque en tant que tel, vraiment, si on va à l'essentiel, ils ne sont pas indispensables. Bah, c'est le principe du Tom Crisis et du Tom Crisis Compagnon. Ouais, mais le Tom Crisis Compagnon, c'est dire que personne, enfin, il y a très peu de gens qui l'achètent, et je pense que c'est un calcul très risqué. En fait, j'ai la réponse à ma propre question. En fait, pour moi, c'est soit tu fais comme ça, soit tu fais juste le tome principal et tu fais jamais le tome Crisis Compagnon, parce que celui-là, tu sais que c'est du papier gâché. Non, puis en plus, là, je pense que DC a suffisamment bien miné le terrain, parce que oui, c'est ça dont il s'agit, hein. C'est vraiment un peu de la lecture forcée quand même, pour que tu puisses pas vraiment comprendre. Bah, tu peux comprendre Absolute Power sans les tie-in. Si, tu comprends, mais il y a quand même des subtilités, oui. L'idée, c'est quand même qu'il faut tout lire, que c'est la série kiosque, entre guillemets, où tu vas prendre ta dose de kiosque pour voir où en sont les super-héros, tous en commun par rapport à telle période de l'événement. C'est pas un reproche que j'aurais envie de faire à Urban pour le coup, parce que je pense sincèrement que ça a ce côté vraiment, ça a ce côté un peu régalade, tu vois, on met comme les bonbons. Je connais pas ça. Tu connais pas les bonbons régalades? Non, je connais pas les bonbons régalades. Désolé, je suis pas expert en bonbons. Bah, oui. Voilà. Mais donc, voilà, ça a ce côté un peu bonbons régalade. Des crémas, tu connais pas? Mais enfin. Ça me dit non. Ah ouais? Ok, très bien. Bon, bref, peu importe. C'est pas grave. Vas-y. Je savais pas que ça s'appelait des régalades, du coup. C'est pas grave. On dirait des bonbons au lait quand on était petit. Donc bref, voilà, tu m'as fait perdre mon idée, c'est génial. Bref, voilà, ça a ce côté un peu régalade de, effectivement, si t'as ce plaisir un peu adolescent de croire que l'univers DC est une vraie donnée tangible et que tout évolue en même temps, oui, c'est cool. Ceci étant, je pense quand même que, et on en avait déjà parlé à plusieurs reprises dans les front pages, cette obligation en fait de faire du crossover et du crossover et du crossover, ou même de considérer qu'une période éditoriale doit forcément s'arrêter par un gros crossover, par une grosse mission, etc. Enfin, pour le coup, voilà, je vais comparer ça à Marvel. Krakoa, à l'époque de Hickman et même de Spurrier et de Duggan et tout, les crossovers étaient autrement plus maîtrisés. Au niveau du rythme, au niveau de l'utilité des tie-in, au niveau de l'impression justement d'une ligne qui marche vers un sens commun. Alors c'est pas tout un univers, hein, c'est juste les X-Men, on est d'accord. Mais en comparaison de, tu vois, si on voulait considérer que la fin de Hickman c'est Inferno, enfin c'est le cas d'ailleurs, que la fin de Hickman c'est Inferno, et Inferno c'était un autre délire au niveau justement de comment tu places tes pièces, que là chez DC il y a toujours un peu ce côté désorganisé. Et je sais pas si c'est parce que maintenant le Chief Creative Officer c'est un dessinateur et pas un scénariste, mais je pense que ça avait peut-être plus valeur de point d'entrée effectivement un peu forcé pour All-In, et que du coup on a voulu mettre toutes les séries pour bien dire que toutes les séries après auraient eu des conséquences postérieures. Néanmoins, là voilà, pour ménager un peu la chèvre et le chou, je dirais voilà, c'est un bon 6,5 sur 10 selon ce que voilà, je sais pas pourquoi je donne une note, mais selon ce que tu attends des comics de super-héros à cette échelle de côté un peu productiviste et un peu rentre dedans. Très bien. Ouais, non, mais je pense que c'est pas mauvais en tout cas en tant que tel. Et faut reconnaître que principalement la mini-série principale avec Dan Mora, par contre c'est hyper joli. Le mec est toujours beaucoup trop fort au dessin. Là-dessus, il y a vraiment pas de souci. Mais après voilà, c'est des considérations de comment aurait-il fallu le publier pour que
on essaye de plus aller vers l'essentiel, peut-être réduire un petit peu le volume pour que ce soit que en 2 tomes, parce que 3 ça fait toujours un petit peu la rallonge, et en même temps c'est ce que fait aussi Panini maintenant avec leurs events où c'est à chaque fois en 3 tomes, sauf que par exemple tu vois dans tu vois quand il y a un Venom Noir en 3 tomes en même temps Venom World, même dès le tome 1 tu peux dire non, hein. Ouais, non, en plus, Venom Noir, c'est vrai que c'est vraiment pas fameux, quoi. Mais après, c'est le problème ce qui est toujours bien avec DC pour le moment, j'ai l'impression, c'est qu'en events, ils en font quand même moins, donc ça leur permet de moins s'éparpiller, d'avoir moins d'idées rincées, alors que eux, les autres, ils sont en train de... Ouais, puis il y a encore ce côté un peu à l'ancienne, quoi. Tu Après, sens que c'est parce pas que juste Mark pour te Waid... pousser une idée folle. Oui, et puis tu dis que c'est parce que c'est Mark Waid aussi. Littéralement, c'est un gars de la vieille, quoi. Hein. Donc, il est là depuis 30 ans. Enfin, même quand Tom Taylor faisait... Alors, moi, j'ai pas forcément aimé Beast World. Non, mais Beast World, ouais. Non, mais c'était pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, le concept de base est rigolo, que le mec mais... se mettait quand même un challenge pour essayer de faire un truc correct, entre guillemets. Alors que Venom War, t'as vraiment l'impression que c'est Marvel qui tape dans le dos de Halloween et qui fait alors, Venom quand même ça vend, frère. Oh, crossover là. Mais allez. pourtant, moi, je déteste pas les idées d'Halloween et notamment le côté de mêler différentes versions. Non, à partir du moment où ça commence vraiment à aller dans le délire avec Meridius, les versions futures et tout ça, je trouve que non, mais voilà, non, je sais que tu n'aimes pas, mais moi, je trouve ça intéressant. Mais le côté et surtout la douille enfin ouais, c'est plus la douille de la conclusion, mais on en reparlera quand ça parce que ça revient bientôt en VF de toute façon, donc on pourra revenir dessus, mais et c'est surtout que Venom War, je trouve c'est extrêmement compliqué pour pas grand chose, quoi. Justement sur les Tain, je trouve qu'il y a la quête du du vieux Dylan et tout ça. Non, mais arrête. PTSD, mais comment c'est compliqué pour rien, quoi. Parce que ça va m'énerver. Allez, donc ça ils ont gâché Venom, franchement, à force de tirer dessus. Mais c'est vrai que oui, c'est sûr que par rapport au run de Donny Cates, oui, par contre, ça fait un petit peu mal sur certains aspects. Mais donc, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, Absolute Power, donc c'est disponible en 2 tomes. Il y a le 3e qui arrive au courant du mois d'avril. On refera le bilan de la conclusion. Est-ce que ça valait le coup et tout ça? Et surtout, ça sera l'occasion d'aller aborder ensuite les lancements des titres All-In et Absolute. Sauf si on se fait un petit back issues VO entre temps. Mais, pour le moment, on va passer maintenant du côté de Panini Comics. Alors, avec un premier album chroniqué. C'est le début des Fantastic Four de Ryan North. Corentin, donc c'est une série qui a démarré en VO en 2022, qui a mis son temps à venir en France. Pourquoi? Parce que simplement que Panini a un petit peu revu ses directives éditoriales en ne faisant pas que du 100% Marvel, donc vous savez le format cartonné de base avec 6 numéros, et pour certaines séries maintenant en fait on attend directement le Deluxe, et le Deluxe ça impose au moins l'équivalent de 12 numéros pour que ce soit publié. Et j'imagine en l'occurrence que concernant les Fantastic Four de North, ils ont aussi attendu le moment propice, c'est-à-dire l'année où les 4 Fantastiques reviennent au cinéma pour avoir des albums à proposer. Ce qui fait que c'était un album qui était plutôt attendu parce que du côté du lectorat VO, c'est un run qui a une bonne réputation et qui en plus a prend de plus en plus d'importance puisque c'est Ryan North, c'est l'auteur de One World Under Doom, le gros crossover qui a démarré cette année du côté de la VO, donc chez Marvel. Et Humberto Ramos qui va reprendre la série bientôt aussi. Tout à fait. C'est quand même un gage de confiance assez net. Ouais, même si moi, je t'avoue que je fais pas partie des grands défenseurs d'Humberto Ramos. On en parlera juste après. Après. Pour l'instant, ou même dans l'autre podcast. Oui, dans un futur podcast. Pour l'instant, donc, on a ce premier tome des 4 Fantastiques avec les 11 premiers numéros, dont le numéro, je sais plus si c'est le numéro 7 qui était le numéro 700 en numérotation Legacy, qui est plus épais que la moyenne. Corentin. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce titre avec, il y a du Iban Coelho au dessin. Voilà, moi, c'est là, Ivan Fiorello aussi qui fait les fill-in et qui fait pour moi un meilleur travail mais justement c'est ce que j'allais dire par rapport à Ramos, c'est que je pense quand même qu'on gagne au change parce que je suis vraiment... T'aimes pas Iban Coelho? Je suis pas fan du tout, non. Ah ouais? Je trouve ça pauvre et... Quoi? Ouais, d'abord les qualités. Okay. D'abord les qualités. Ah ouais, mais t'es fou, non, il est trop fort. Mais oui, je sais. Mais pour vous, fans de comics mainstream, certes, mais pour nous autres qui avons du goût et des yeux. Voilà, excusez-moi, monsieur l'élitiste. Non, mais attends, mais c'est pas grave ici, mais ce que je veux dire, c'est déjà commençons par les qualités. Yes. Il y a une approche qui est super intéressante. Alors moi, honte sur moi, j'ai pas terminé le volume de Dan Slott sur les FF parce qu'à un moment donné, t'en avais marre. Ça a duré longtemps. Tant mieux, c'est bien quand une série chez Marvel dure plus de 30 numéros. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'effectivement, je trouvais que cette dynamique familiale qu'il essayait d'instaurer était pas, a trouvé vite ses limites. Là, ce que fait Ryan North, c'est assez intéressant en fait, c'est qu'il contourne tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il se dit pas, je vais faire du Kirby, il se dit pas, je vais faire du comment s'appelait-il déjà? Du Robinson. Il se dit, voilà, du Robinson, pardon. Il se dit pas, je vais faire du Hickman non plus.
Il se dit, en fait, les FF, c'est quoi? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel de la proposition super-héros, articulé autour, en fait, de la science et de ce côté très quotidien, parce que ça reste des êtres humains, justement à cause de l'organisation familiale. Donc, je vais les ramener à cette racine très humaine, très un peu goofy, on va dire, un peu la science dans ce qu'elle peut avoir de très rigolo, de très dessin animé du samedi matin, et aussi dans cette offre qui ramène en fait le kiosque en avant. C'est-à-dire qu'aussi, alors en l'occurrence, vous allez lire ce tome-là en album, mais c'est un album, enfin c'est une série où en fait chaque numéro, jusqu'à un certain point, développe une histoire. Et c'est une histoire, un petit concept, une petite révélation. Et ça, c'est hyper bien parce que même si nous, on le lit en album, je trouve que par rapport aux single issues, c'est vraiment une façon de faire qui est super bien pour permettre à chaque numéro 1 d'être en cours de route. Et c'est ce que tu étais en train de dire juste avant, c'est ça? C'est pour ça. Pardon, excuse-moi. Pas grave, t'inquiète. Et en plus, en revenant à des trucs vraiment très ancrés dans le sol, mais limite... Désolé. Mais pas de souci. Limite très Amérique profonde. Tu vois, c'est-à-dire que justement, premier numéro, c'est The Thing et Alicia. Hyper bien, mais même ce premier numéro, il est trop bien en fait. Ouais, voilà, mais c'est des petites idées qui font très en fait Freak of the Week. Ouais. Ça pourrait être une série télé, j'allais dire à la Buffy, pas forcément, mais c'est ces séries télé des années 2000 où il y avait des petites séries un peu de SF ou de fantastique qui avaient toujours un peu à la charme, tu vois. Supernatural aussi. Supernatural, voilà, un petit concept, un épisode, un petit concept, un épisode. Et en fait, t'es là juste parce que t'aimes bien les personnages principaux et les nouvelles idées qu'on te propose. Celui avec le Doombot aussi qui est vraiment bien fichu parce que c'est à la fois ça dit des trucs sur Doom et en même temps c'est vraiment juste il y a pas beaucoup de combats, c'est vraiment une petite enquête qui se limite à un seul moment. Quand Doom revient, pareil, t'es content parce que tu vois pareil avec un seul concept qui va être le voyage dans le temps de Dr Doom pour essayer de contrer un truc qui s'est passé avec ah oui, on a oublié de le dire, l'accroche de la série c'est qu'en fait pour sauver New York, Reed Richards a été obligé de téléporter le Baxter Building dans le temps et que d'un seul coup la famille se retrouve privée des enfants Richards et des enfants plus généralement et de tous les gens qui étaient dans le quartier pour un an en gros. C'est ça, voilà. Et donc ça va être un petit peu pendant un an ils vont faire ça et après plus tard on se reconnectera au côté parents. Ça c'est intéressant pour justement couper ce segment-là qui a beaucoup occupé Dan Slott. Le côté maintenant c'est les parents, Reed et Sue et aussi Ben et Alicia. Donc maintenant, on va juste revenir au 4 et au 5 et on va se démerder avec ça. Et Doom, justement, tu as cet épisode, j'allais dire, où il veut montrer qu'il est meilleur que Richards, remonter en arrière dans le temps, trouver une autre solution. Et c'est vraiment, en fait, un truc, ce que j'allais dire, on a pu voir ça dans le film Flash, c'est horrible. Du côté, tu sais, tu vas revivre exactement la même séquence d'événements en étudiant toutes les possibilités. Et à la fin, tu vas réaliser qu'en fait, non, c'est Doom admet qu'il a tort, entre guillemets. Et même la façon dont il y va parce qu'il aime bien Valeria et pour lui c'est vraiment sa fille adoptive ou sa nièce, ouais. sa nièce préférée qui poursuit un truc que moi j'aime beaucoup, c'est le côté vraiment Doom en fait c'est le tonton de la famille, c'est le tonton un peu ronchon, un peu raciste, mais c'est le tonton de la famille. Et au global tu vois il y a une façon de saisir bien les personnages, de mettre un peu de science, tu vois il y a un peu le côté science is cool tu vois dans ce volume là et avec alors pour le coup en plus avec des vrais bails de science quoi, enfin des vrais morceaux que Ryan North est allé étudier. Alors je sais pas s'il a pris des petites publications de vulgarisation, une page Wikipédia, mais le côté sur les molécules qui ont deux conformations différentes et que en fait dans la construction des protéines et de l'ADN, en fait, effectivement, c'est un seul type c'est la configuration L ou D, on appelle ça, mais du coup, il y a que un seul type qui est utilisé sur les cyanobactéries, sur la façon dont ça utilise l'oxygène. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé plein de petits trucs en me disant, ah, c'est cool et tout, j'aime bien. Ah, d'accord, voilà. j'ai mis. Non, mais en même temps, c'est logique puisque ce sont des scientifiques à la base, de toute façon, donc, En fait, tu vois, c'est ça pourrait très bien être un dessin animé du samedi matin avec, tu sais, tout ce côté, cartoon éducatif, mais stylé. Tu vois, genre, bon, alors je sais que le dessin animé Captain Planet n'a pas forcément bonne presse auprès de notre génération, et moi j'aimais beaucoup ce dessin animé, parce qu'il y avait un peu, tu venais, t'avais une petite aventure à la cool, petite leçon de morale à la mort moelle-neu, et un petit côté, les gars, faites gaffe à pas jeter vos déchets en dehors de la poubelle, parce que sinon le monde va s'effondrer, etc. Et voilà, c'est vraiment tout ce que moi j'aime bien dans les FF, le côté coloré, le côté très humain, les vannes, il y a plein de bonnes idées, même les pouvoirs de Reed, qui sont vraiment poussés à un paroxysme. Il y a un moment donné où il peut déplacer son œil à travers son corps pour mettre dans son doigt, regarder, voilà, ce qui est vraiment dégueulasse. Ben aussi qui devient un énorme monstre rocheux. La fin du tome, on a quand même les Dino Avengers. Ça, c'est important de le signaler. Enfin, moi, je sais pas, parce que moi, non, c'est les 11 premiers numéros, donc je suis pas sûr qu'ils soient dans... Ah merde, du coup, c'est le 12, du coup, je vous ai spoilé qu'il y avait les Dino Avengers. Mais voilà, enfin, c'est ce genre de petits concepts
Vraiment très récréatif, très léger, qui n'oublie pas aussi le côté un peu gravité, parce que évidemment Susan Storm, elle est quand même mariée avec un fou dangereux et qui là pour le coup l'a privé de ses gosses pendant 1 an. Mais c'est pareil, on va pas t'en faire une problématique comme ça a pu être le cas par le passé, à l'époque du volume de Burn, à l'époque de tous ces gens qui ont essayé de dire quand même que bon, Susan elle est quand même très patiente et à un moment donné elle va finir par craquer. Là non, c'est juste, ils sont au courant en fait tous à force. Ils sont au courant que Red il est dangereux, que Johnny il est un peu tête en l'air, que Ben il est ronchon, et pareil t'as cette espèce de renvoi au côté un peu métadiégétique de les comics FF existent dans le monde des FF. Enfin c'est vraiment un volume, j'ai envie de dire presque post-moderne, dans le côté on n'a plus besoin de chercher de nouvelles façons de raconter les FF. Tout a déjà été fait. Donc on va les renvoyer à leur essence de super-héros, à leur côté vraiment très essentialiste, c'est-à-dire que c'est un concept qui est désuet, mais du coup il faut l'écrire de manière désuète. C'est une famille, donc il faut l'écrire comme une famille, et c'est en fait des héros qui effectivement représentent l'accident scientifique, donc il faut parler de la science. Et tout ça marche très bien, c'est vraiment, il n'y a pas de faute de rythme, il n'y a pas un numéro qui se balade où tu te dis t'as juste au côté des dessins, tu vois, parce que après voilà. Après, on n'est pas d'accord, parce que moi je trouve justement que tout ce qui est illustré par Coelho, bah c'est super, et que quand c'est Fiorelli ou je sais plus quel autre artiste qui reprend par moment, je trouve que c'est un petit peu moins bien. Voilà, mais toi tu n'es pas d'accord avec Non, ben je trouve justement le dessin de Coelho pauvre. Oh là, tu me fais tellement mal au cœur. Et très comics en fait, enfin c'est. Bah oui, mais c'est du comics. Bah oui, mais justement ça pour moi ça ne marche pas avec cette lecture postmoderne, c'est-à-dire que j'aurais plus vu un Chris Samney, j'aurais plus vu un Michael Red, enfin évidemment non, parce que tu peux pas demander à Michael Red de faire du mensuel, faut pas déconner non plus. Mais j'aurais plus vu justement un de ces artistes, comme justement à l'époque de Marvel Now, où on s'autorisait à aller prendre des Javier Rodriguez ou des David Aja pour en fait aller avec l'idée d'une série concept. Tu veux de la ligne claire, toi, en fait, vraiment. Bah parce que justement, pour une série qui regarde à ce point-là à travers l'histoire des FF, je pense que ça aurait été intéressant de pas prendre un dessinateur très moderne. Parce que Coelho, c'est un des... Alors, c'est plus les Big Guns, comment ils appellent ça maintenant? Les Young Guns. Les Young Guns, non, Ah non, les Stormbreakers. Les Stormbreakers, voilà. Stormbreakers. Voilà, je vais pas me lancer sur ce nom ridicule. On casse les tempêtes. Et cette promo pourrie qui fait que Han Bazaldua est donc j'imagine que toi, par contre, celui que t'as un épisode qui est dessiné par Leandro Fernandez, j'imagine que celui-là t'as plus plu alors. Ouais, carrément. Okay. Carrément. Mais c'est que justement, moi, je trouve que c'est le moins, par rapport au reste, par rapport à l'unité graphique de l'album, du coup, je trouve, tu sais que j'aime Leandro Fernandez. Bah oui, mais justement, il aurait fallu le prendre lui, en régulier. Après, voilà, cette période-là, elle est un peu passée chez Marvel. C'est vrai qu'ils ont moins d'artistes, vraiment néoclassique, comme on en parlait dans le podcast Daredevil, que tu pourras sortir un jour, j'espère. Arnaud Kikou, message personnel. Il arrivera juste avant le on-screen. Et ça, justement, voilà, pour une série qui, pour moi, en fait, vraiment réussit tout bien, c'est peut-être une question de goût, hein, évidemment, mais ce coup de crayon, je le connais, en fait. Tu vois, et c'est bien d'aller prendre des artistes espagnols, sud-américains et compagnie, mais s'ils font tous du comics, au sens comics, à force tu te dis mais qu'est-ce qu'ils amènent de nouveau sur la table. On parlait de Dan Mora tout à l'heure. Dan Mora, c'est un mec qui a compris comment en fait s'approprier les structures de super-héros. C'est-à-dire que c'est quelque part un peu un héritage de choses qu'on a déjà vues par le passé, mais il en fait, c'est un peu, voilà, il y a un peu un côté Capullo, il y a un peu un côté Lee, mais on va dire Lee qui aurait lu du manga entre temps, et aussi beaucoup de BD italiennes. Là, voilà, il arrive en fait à une sorte d'agglomération que là, je trouve que Coelho, en fait, tu sens que quand il arrive aux États-Unis, lui qui est fan de manga, en plus, on le sait, il a fait ses classes, et maintenant, il fait une sorte, de comics. C'est un peu début années 2000. Quand il y avait cette période où le comics un peu musculeux est devenu le comics toon. C'est le comics plus rond. Du Mark Bagley, mais en plus joli. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et du coup, voilà, ça fait que ça me gâche un peu moins le plaisir. Je pense que l'album aurait été meilleur en d'autres mains au niveau graphique. Néanmoins, voilà, je suis peut-être une minorité parce que beaucoup de gens disent que Coelho est génial, donc. Ouais. Je pense qu'on est simplement en désaccord là-dessus. Je trouve que c'est vraiment un dessinateur qui est très agréable sur ce titre-là, en tout cas, parce que moi, je l'ai vu sur Venom War aussi, par exemple, on y revient encore, mais où je trouve beaucoup moins intéressant, tu vois. Je trouve que son trait marche pour l'event, pour le côté blockbuster, mais je trouve que c'est vachement moins agréable à regarder que ce qu'il fait sur les 4 Fantastiques, dans ce qu'on lui donne à dessiner aussi.
Donc non, moi je suis plutôt convaincu. Très bien. Bon, super série néanmoins. Oui, très très chouette série. En plus, le second tome arrivera finalement assez rapidement puisque le premier tome, le premier tome est sorti en tout début d'année, hein, c'était en janvier, mais le deuxième arrive en juillet. Donc et vu que c'est des gros tomes de 11, enfin de 300 pages à chaque fois environ, ça fait quand même plutôt avec les Dino Avengers. Avec les Dino Avengers pour le second, ce qui fera forcément une sélection au First Print Awards. Évidemment. Enfin, je veux dire, c'est évident. On compte sur notre jury là-dessus. Donc d'ailleurs, c'est les covers de Ross, non? Ouais, c'est les covers de Ross. Ce qui généralement chez Marvel veut dire lisez la série. C'est ça. Il avait fait pareil pour Immortal Hulk et pour le Black Panther de oui, Coates, après il était aussi sur le Iron Man de Cantwell de mémoire. C'est très bien l'Iron Man de Cantwell. Oui, mais qui n'est toujours pas ressorti en Deluxe d'ailleurs. C'est donc ceux qui ont loupé dans le Marvel Comics ne savent pas à quel point c'était quand même plutôt sympa. Ouais. Et donc Fantastic Four tome 1, qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques, c'est disponible pour 32€ en librairie. Et on va terminer déjà ce Back Issues avec un autre titre chez Panini, un Captain America très particulier qui s'appelle La Vérité, enfin Truth. Corentin. Alors techniquement, il s'appelle même Captain America Red, White and Black. C'est Truth, Red, White and Black, effectivement, mais pour la VF, ça s'appelle juste Captain America La Vérité. Ouais. Un récit de Robert Morales et dessiné par Kyle Baker qui revient sur les origines de Isaiah Bradley, le premier Captain America, celui qui a eu le sérum du super soldat bien avant que ce gringalet de Steve Rogers ne prenne pour lui le symbole du Capitaine de l'Amérique. En l'occurrence, bien avant, il faut le dire vite. Bien avant. Voilà. Il s'entraîne, quelques temps avant. Comment il a fait. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Robert Morales, c'est un peu une sorte de Ta-Nehisi Coates. C'est un journaliste, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un journaliste qui a eu une carrière dans l'édition avant de se lancer dans la BD, ou plutôt en parallèle de la BD, puisqu'il avait déjà travaillé chez Heavy Metal longtemps avant de faire ce Captain America. Il s'est en fait emparé de cette thématique qui nous renvoie à des choses de la vie réelle. C'est-à-dire que dans le monde de Marvel, on t'explique qu'en fait un scientifique a eu l'idée du sérum de super soldat. On a choisi Steve Rogers parce qu'il était valeureux. Steve Rogers devient Captain America. Le scientifique se fait tuer, la formule disparaît à jamais. Et une fois que Steve Rogers a combattu les nazis ou l'Hydra selon le politiquement correct du moment, se fait piéger dans la glace et réapparaît beaucoup plus tard, on t'explique que le monde des humains a cherché éternellement à reproduire le sérum de super soldat, ce qui a accouché du Hulk, du Sentry, ce qui a accouché de l'arme X, enfin du programme Weapon Plus. Voilà, donc c'est assez important quand même ce mythe fondateur. Mais en fait, dans l'histoire des États-Unis, les recherches médicales qui ont été menées pour développer des vaccins, par exemple, ou pour comprendre certaines maladies, elles ont beaucoup été menées sur les populations noires américaines. C'est un truc qui, justement, vous pouvez retrouver. Alors, je sais pas s'il y a une partie édito dans cet album-là, mais il y a beaucoup, en fait, de médecins ou de programmes de recherche privés ou publics qui ont, en fait, proposé à des hommes noirs qui étaient généralement dans le besoin, qui avaient peu d'argent, de leur inoculer des maladies, ou bien, au contraire, s'ils avaient déjà des maladies, de les soigner. T'as même en fin d'ouvrage, en fait, des commentaires directement d'un appendice de Sidney Morales qui explique, en fait, toutes les recherches qu'il a faites. Voilà. Et dans la petite intro, il y a aussi un renvoi directement aux expériences de Tuskegee sur la syphilis, voilà, pour expliquer. Voilà, c'est ça. Et donc, généralement, c'était des gens, en fait, plutôt que de les soigner, on les a regardés crever pour voir, en fait, à quelle vitesse la syphilis pouvait les tuer, en leur promettant, en fait, un traitement qui n'est jamais arrivé pour certains, etc. Donc, je le précise pour celles et ceux qui pourraient, voilà, trouver que c'est une façon un peu tronquée de déformer l'histoire. Morales se base sur des faits réels pour, en fait, nous dire, mais dans la vraie vie, un sérum de super soldat, ça se teste. Et jamais de la vie, ils auraient en fait testé ça sur Steve Rogers directement parce que c'était un peu leur seul espoir. Et en plus, c'était un blanc. S'ils avaient dû envoyer des rats de laboratoire à l'abattoir, ça aurait été avec des hommes noirs. Et donc, c'est exactement de ça dont il s'agit. L'histoire commence. On est à la fin des années 30. Le conflit avec l'Allemagne nazie va éclater. Et une poignée de soldats noirs américains qui sont organisés dans un bataillon bien spécifique va servir de cobaye au sérum de super soldats. Certains vont en mourir, d'autres vont devenir difformes, littéralement, parce que le dessin de Kyle Baker, pour le coup extrêmement cartoon, insiste bien sur le côté déformé de ces personnages. Et l'un d'eux, qui est un peu le seul rejeton chéri de l'expérience, va effectivement juste gagner en muscles, gagner en force, comme Steve Rogers, et va se rêver en Captain America, dans un monde qui justement assume la partie raciste des États-Unis, la partie nazie des États-Unis, c'est triste à dire. On avait parlé, je crois, quand on avait évoqué le Captain America de Straczynski, de cette donnée qui est commune maintenant que tous les gens connaissent,
avant la déclaration de guerre et avant le bombardement de Pearl Harbor, il y avait un parti nazi américain, un American Nazi Party, qui encourageait le rapprochement avec Hitler. Alors c'était une initiative, hein, parce que généralement une fois qu'Hitler est arrivé au pouvoir, il y a quand même eu un refroidissement des tensions entre l'Allemagne et les États-Unis. Franklin Roosevelt n'était pas forcément très fan de Hitler, il savait que la guerre allait finir par arriver. Il y a eu un accord qui a fait un peu reculer pour mieux sauter le conflit qui a fini effectivement par se déclencher. Les États-Unis et les nazis n'ont jamais vraiment été très potes. Ceci étant, voilà, c'est aux États-Unis, il y a toujours eu un racisme systémique que je n'invente pas parce que je suis un wokiste, c'est juste factuel, vis-à-vis des populations noires, vis-à-vis des populations LGBT, vis-à-vis des femmes, etc. Mais particulièrement des populations noires depuis la guerre de sécession, depuis la fin de l'esclavage. Et en fait, Morales, il regarde cette version des États-Unis dans les yeux. C'est-à-dire qu'il dit pas, en fait, contrairement à Kirby, qui lui, n'était pas raciste et a été au combat avec des soldats noirs dans son bataillon, au point qu'après, voilà, c'est ce qui l'a inspiré à faire le Black Panther et à plus généralement, en fait, s'engager sur cette cause de l'égalité. Morales, lui, en fait, il parle d'une époque où tout ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, les soldats, et pendant très longtemps, je veux dire, c'était pareil à la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de soldats qui, effectivement, ont été draftés, soit pour échapper à des peines de prison, soit par intérêt économique, parce que tout ce qui ne ferait pas de travail, soit effectivement parce que justement on avait besoin de main d'œuvre et qu'il y avait du rabattage qui était fait. Il parle aussi d'ailleurs de la propagande d'État nazi qui était en fait centrée justement sur, on le voit dans la série Watchmen de HBO ça aussi, où les nazis en fait essayaient de communiquer aux soldats noirs américains qu'il fallait qu'ils se retournent contre leur chef, parce que en fait ce que les nazis font aux juifs, les États-Unis le font aux noirs depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'effectivement les nazis assumaient très bien d'être antisémites énervés, de massacrer les populations juives, mais en même temps ils disaient, mais regardez, pourquoi vous vous battez? Vous êtes des soldats, vous êtes noirs, vous vivez dans un pays où il y a une ségrégation qui est officielle, qui est assumée, qui est revendiquée. Là on est longtemps avant la fin de la ségrégation des universités, etc. Je veux dire, c'est le racisme, il est vraiment étatique à ce moment-là. Tout en sachant bien sûr qu'il y a une part de faux, parce que les nazis eux-mêmes ont persécuté les populations noires en Allemagne, hein, et que Hitler était pas spécialement, était raciste aussi, il y a pas non plus, mais c'était un truc dont ils se sont servis, en fait, dont Goebbels s'est beaucoup servi pour essayer d'inciter les soldats noirs à la rébellion. Donc, c'est un album quand même très chargé et qui dit des choses des États-Unis que très peu de comics Captain America osent dire. Vous vous souvenez peut-être, quand vous avez vu le film Winter Soldier, où Captain America, Steve Rogers, s'est un peu effaré de découvrir que Arnim Zola a travaillé pour le gouvernement américain et que le Shield est gangréné en fait par des membres de l'Hydra. Ça c'est pareil, c'est une donnée qui est historique. L'opération Paperclip, c'est après la guerre, les Américains qui ont rapatrié plusieurs dizaines de scientifiques nazis pour les faire travailler avec la CIA, pour les faire travailler avec la NASA, et notamment le système de propulsion des roquettes américains, il est basé sur une technologie allemande développée par von Braun, qui était un scientifique du Reich, qui avait développé les premières roquettes à propulsion pour la bête nazie. Et donc voilà, c'est cette idée-là, en fait, Morales va bâtir dessus, et sur toutes les recherches qu'il a exécutées, pour en fait de faire réaliser à Steve Rogers que depuis le départ, il se bat pour un mensonge. Il se bat pour une utopie. Il croyait, lui, en fait, que c'était le premier super soldat. Ce n'est pas vrai. Il croyait que c'était, en fait, son pays, les gentils. Il réalise vite que c'est pas vrai. Que l'armée des États-Unis, c'était comme lui, des gars engagés, volontaires, qui voulaient vraiment aller combattre au nom de la liberté. Et en fait, il a réalisé que non, la guerre, elle s'est aussi déclenchée par des facteurs économiques, de concurrence, en fait, de concurrence de modèles sociaux. C'est-à-dire que les États-Unis, qui voulaient être la première puissance mondiale, voyant l'influence de Hitler, se sont aussi engagés pour justement, comme aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, on est en pleine tension des civilisations, avec les États-Unis qui abandonnent l'Europe, avec la Russie qui reprend son côté impérialiste, avec la Chine qui veut récupérer l'Asie. Qui l'a jamais abandonné, en fait. C'est vrai, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on a passé en fait l'étape où on croyait vraiment que tout ça était qu'une question de liberté, qu'il fallait aller sauver les populations juives, les déportés communistes, les déportés LGBT, etc. En fait, non, c'est aussi une question d'argent. Les guerres, c'est toujours une question d'argent. D'ailleurs, de la même façon que les États-Unis s'étaient un peu opposés aux règles un peu dures du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Enfin bref, je peux lancer sur un chapitre histo, mais bref. Tous ces éléments-là, Morales, il les manie avec perfection. C'est vraiment un album qui est très puissant, qui te serre la gorge, même par moments, quand tu vois... le chapitre 5 est absolument glaçant, quoi. Quand il se retrouve quand il rentre dans le camp, quoi.
en gros, et qui se retrouvent face aux expériences, face aux... Enfin, ouais, tu fais... Ah oui, chambre à gaz, mais je pense que c'est... Enfin, j'en sais rien, tu vois, parce que forcément, le temps passe et que t'as quelque chose du devoir d'une mémoire qui finalement finit par disparaître, où on te dit la Seconde Guerre mondiale, ça a été les exterminations, les camps de déportation et tout ça, et ça devient des mots, tu vois. Et pourtant, il y a des documentaires, il y a des images d'archives qui existent, mais je pense qu'on les voit peut-être plus assez, en tout cas, même pour nous, parce que même pour nous, c'était quelque chose qu'on apprenait à l'école, mais qui était encore très lointain, que nous on n'a pas vécu en tant que tel. Les personnes qui l'ont vraiment vécu, c'était nos grands-parents. En tout cas, moi, je sais que c'est mes grands-parents qui ont vraiment connu cette période. Et effectivement, et de voir ça, d'avoir ce genre de chapitre, alors qu'en plus, ça a plus d'une vingtaine d'années, parce que c'était sorti au début des années 2000, ça te rappelle peut-être aussi certaines vérités, en fait, en fait, que derrière ces mots, en fait, c'est des choses qui étaient atroces. Et t'as une force. Et peut-être aussi avec le dessin de Baker, qui a beau ne pas être très réaliste, en fait, arrive quand même à te signifier l'horreur, en fait, de ce à quoi... Il vaut mieux qu'il soit pas réaliste pour les scènes en question. De ce à quoi Bradley assiste et découvre, en fait, en se rendant dans l'écran. Bien sûr. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a actuellement au cinéma, je crois, qui sont encore diffusés, le film A Real Pain de Jesse Eisenberg, qui raconte l'histoire de deux cousins qui sont, eux, juifs, qui sont de descendance juive, mais pas forcément pratiquants, qui vont faire un voyage en Pologne avec un voyage organisé touristique pour ceux qui veulent découvrir ce qui s'est passé en Pologne pour les populations juives déportées. Non, mais c'est une comédie, entre guillemets. Okay. C'est une comédie façon voyage de potes. Et en fait, t'as un moment dans le film qui est particulièrement tendu et grave. C'est le moment où ils visitent l'un des camps qui a été les mieux préservés, et que tu vois en fait les chambres à gaz qui sont couvertes en fait d'une jolie peinture bleue. Parce que tu te dis, voilà, les chambres à gaz, on s'imagine que c'est juste des pièces en béton avec des traces de griffes pour ceux qui ont essayé de s'évader, comme on le voit dans Nuit et brouillard. Et il y a en fait du bleu partout. Et le guide, en fait, et ce bleu, en fait, c'est les traces du gaz d'extermination, le Zyklon B, qui en fait produisait ces nappes bleues. Et là, en fait, quand tu vois ce truc-là, parce que c'est filmé avec une sorte de majesté, tu vois. Et en fait, là, je sais pas, ça te prend à la gorge. Enfin, je sais pas, moi, j'ai de la famille qui a été déportée et tout. Donc, forcément, c'est très fort, tu vois, d'évoquer ces sujets-là. Et comme tu dis, en fiction, ça a aussi une résonance différente parce que le beau mythe du super-héros qui, justement, normalement, sauve la veuve et l'orphelin, intervient pour éviter que les méchants ne l'emportent à la fin. Quand ils se retrouvent confrontés à un tel niveau d'horreur et de violence, en fait, c'est l'utopie du vengeur masqué qui, en fait, s'effondre complètement parce que tu réalises que déjà ça n'existe pas dans la vraie vie, mais qu'en plus, c'est jamais que de l'imaginaire et que le monde réel est bien plus violent et bien plus sordide que ça. Et pareillement, alors j'aurais bien aimé, pour ne pas être blanc pour en parler, entre guillemets, je sais pas si la phrase est très bien tournée, mais je pense que quand même, moi je dirais que je me suis beaucoup un peu renseigné sur ce sujet-là, particulièrement pour parler de Black Panther, pour parler de tous ces sujets qui nous animent aussi un peu au quotidien. Je pense que c'est vraiment l'un des albums les plus revendicatifs de l'histoire de Marvel, à mon sens. Parce que ça dit des choses sur les États-Unis, ça dit des choses précisément sur le racisme organisé comme business aux États-Unis, qui sont extrêmement puissantes. Vraiment, la scène de fin avec Bradley et Rogers, qui est très très belle, vraiment, alors que le dessin, bon, on peut en parler, mais qui est quand même assez minimaliste. Il y a quand même une force évocatrice pour renvoyer à tous ces gars, en fait, sur lesquels les Blancs ont fait des expériences horribles, et tous ces soldats qui, en fait, parce que, encore une fois, c'est comme pour la guerre du Vietnam, où il y a eu une vraie problématique sociale par rapport à ça. C'est le gouvernement allait chercher des Noirs pour les envoyer au Vietnam, se faire massacrer par des gens qui n'avaient rien demandé. Là, pareil, dans le film South Park, l'opération bouclier humain, quoi. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça, quoi, tu vois. Mais là, c'est pareil. C'est vrai que, comme tu dis, on a eu beaucoup de films et de sujets sur la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Le sujet des populations noires, quand même, il est plus rarement évoqué. Tu vois, c'est comme quand il y avait Indigène de Rachid Bouchareb, où moi, en fait, depuis que j'étais petit, la Seconde Guerre mondiale, c'était Tom Hanks dans le soldat Ryan, tu vois. Et à aucun moment, je me suis dit, mais attends, les tirailleurs, c'est vrai qu'on les a envoyés aussi se faire massacrer. Quand ils sont rentrés au pays, ils ont même pas été libérés, tu vois. Enfin, ils ont même pas été indépendants. Tu vois, c'est tous ces sujets-là, en fait, qu'on oublie un peu dans le grand roman national de, les GI, ils se sont battus, mais les GI, ils avaient pas tous la même couleur. Et quand ils sont rentrés au pays, ils ont pas été traités pareil, tu vois. Donc, pour le coup, vraiment, grande lecture, que je vous recommande absolument. Ceci étant, je l'avais évoqué quand on en avait parlé en front page, ça demande aussi d'apprécier le coup de crayon de Kyle Baker. Je pense qu'au début ça peut te surprendre et puis qu'après tu te laisses porter de toute façon par le... Parce que Kyle Baker, en vrai, c'est considéré un peu comme l'un des plus grands artistes de l'histoire des comics, pour une raison toute bête qui s'appelle Plastic Man. Il a signé un volume de Plastic Man qui est exceptionnel.
Enfin, pas que, hein, il y a le Cowboy Wally, il y a I Hate Saturn, enfin, je veux dire, il a fait plein de grandes BD. Mais c'est vrai qu'il a une façon d'approcher les contours et les détails. C'est-à-dire qu'il fait très peu de détails sur les visages et il fait des contours très cartoony qui, là, en fait, vont jurer tout en validant la proposition scénaristique. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est très toon, et du coup, tu te dis, peut-être que l'album aurait mérité d'être plus un truc à la Strange Fruit, tu vois, avec du J.J. Jones et tout. Et à la fois, justement, ça rend, en fait, tout ça encore plus absurde et ténébreux que ça ne l'est réellement. Tu vois, la scène où par exemple, Rogers confronte le général, là, qui est à la retraite et qui a pris le contrôle de l'entreprise des nazis, il est toujours décidé en posture de combat, Rogers. Tu vois, comme si, en fait, il n'arrivait pas à être autre chose qu'une caricature. Et ça, justement, c'est des petits trucs graphiques qui fait très très bien. Pareil, le petit soldat qui, en fait, se révèle être un énorme nazi, soldat américain, tu sais, celui qui a le petit nez en avant, là. En fait, il est dessiné comme les personnages étaient dessinés dans les années 40. Tu vois, ce côté vraiment, oui, c'est du comic strip, quoi, limite. Il est très caricatural, très souriant, très bonhomme, très volontaire. C'est le bon petit gars. Et en fait, après, tu réalises que, non, c'est un vrai malade dangereux, ce gars. Donc, ouais, après, moi, je l'ai lu en numérique et c'est vrai que c'est pas des couleurs qui sont adaptées pour la lecture sur écran. En l'occurrence, je trouve que la réédition, qui est très belle en plus avec c'est même beau petit toilette. Je crois qu'il était inédit en France. Hein, ah ouais. Je crois. Je suis pas sûr de moi, mais. Bref, du coup, les couleurs sont quand même vachement plus agréables avec le choix du papier qui a été fait. Mais juste voilà, sachez-le, c'est pas un comics qui graphiquement est aussi agréable que les comics de Coates, que les comics même de Straczynski. Enfin, tu vois, là, c'est pas non plus du dessin mainstream du tout, en l'occurrence. Mais ça fait son boulot et justement, ça adopte une posture plus satirique qui, à mon sens, accentue le message, en fait. Ouais. Voilà. Non, je vérifie, il me semble, ouais, que ça c'est la première édition, c'était un truc qui avait pas encore été édité, quoi. Donc ils l'ont fait dans le format prestige, justement parce que c'est un récit qui est important et qu'il fallait lui donner un apparat d'importance. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être con, c'est peut-être juste symbolique, mais par rapport à ce que ça raconte, et l'importance que ça a peut-être et qui est peut-être sous-évalué en fait dans l'ensemble des titres Captain America chez Marvel, lui donner un écrin comme ça, c'est aussi pour le rendre plus visible, pour lui donner, parce que ça en 100% Marvel, je pense que tout le monde passe à côté, quoi. Alors que là au moins avec c'est con, hein, mais avec l'habillage cosmétique qu'on lui donne, ça lui permet d'être plus vu, d'être peut-être plus remarqué à la hauteur, puisque ça mérite vraiment qu'on s'y attache. Oui, franchement, s'il y a un truc positif qui est sorti des séries Falcon and Winter Soldier et du film Brave New World, c'est comment cet album-là a été réédité en VO en 2018 et maintenant en c'est VF. pour ça, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, édité en VF du coup. Franchement, foncez dessus parce que c'est pareil. Je veux pas encore une fois monopoliser ou accaparer un truc qui serait comparatif au présent. Mais dans cet album, tu vois, on dit quand même que Hitler s'est inspiré de la loi d'immigration américaine de 1924 pour construire la politique du Reich et tout. Aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, compte tenu des idéaux qui reviennent à la mode, des saluts qui reviennent à la mode, des rapports entre dictateurs qui reviennent à la mode, et des chocs de civilisation qui sont on ne peut plus présents, c'est important quand même de se rappeler que ça part pas de nulle part et qu'il faut toujours rester attentif aux dangers. Parce que nous, voilà, on est des babtous, tout va bien, etc. Mais il faut aussi se rappeler qu'on n'est pas tout seul dans le monde et merde, putain, je suis un monologue à la con, là, ça y est. Vas-y, Arnaud, termine le podcast, là. Bah, ça, c'est terminé le podcast, justement. Donc, ça s'appelle Captain America, la vérité, avec une très jolie couverture aussi de Joe Quesada, pour le coup, qui est pas dû, alors, feuilleter le bouquin avant pour bien être sûr que le style graphique de Baker ne vous rebute pas. Mais les covers de Baker sont très belles, par contre. Très là aussi, mais c'est, bien surtout, très check-in, oui, très flat design aussi, un peu dans cet esprit-là. Et je pense qu'il y en a une, notamment, je trouve ça du numéro 6 ou 7, qui aurait très bien pu convenir aussi pour la couverture là, mais bon, voilà, ils aiment bien Joe Quesada, j'imagine qu'il fallait vendre du Joe Quesada, mais voilà, c'est pas un mal, donc c'est disponible pour 28€ chez Panini Comics. Et on en a terminé avec ce Back Issues, donc avec que des super héros dedans. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu de votre côté et ce que vous avez pensé des albums chroniqués. N'hésitez pas à nous dire également si, après nous avoir écouté, vous avez peut-être envie de vous intéresser à l'un de ces albums. Et on vous rappelle que vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee après être passé en librairie s'il vous reste quelque chose. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!